Madame, Monsieur, bienvenue. Vous regardez i24 News. Merci d'avoir choisi notre chaîne. C'est l'heure de votre rendez-vous avec le sport. Voici en bref les titres que nous allons développer aujourd'hui. Nouveau coup d'arrêt pour la Coupe du Monde au Brésil. Les travaux viennent d'être officiellement interrompus au stade de Sao Paulo. Celui-là même qui doit accueillir le stade d'ouverture de la compétition. Les quarts de finale de la Ligue des Champions, ça commence aujourd'hui. Le Barça reçoit l'Atlético Madrid alors que le Bayern de Munich se déplace à Manchester pour y affronter United. Le top 5 des plus beaux buts du week-end, les coups francs en lucarne, les frappes surpuissantes, c'est pour vous, c'est dans cette émission, alors surtout, restez avec nous. Et puis un record de vitesse de plus de 250 km/h, et non, il ne s'agit pas de voiture, mais bien d'un skieur qui dévale les pistes à une vitesse vertigineuse. Et je propose d'ouvrir cette émission par une information capitale. Regardez, ça fait la une de l'équipe. Israël participera à la Coupe du Monde au Brésil après la sanction internationale infligée à la Russie. C'est officiel, les Russes ne partiront pas au Brésil. Israël qui n'a pas participé à la Coupe du Monde depuis 1970. Les foules sont en liesse dans la rue. L'été va être chaud sur la plage de Copacabana, mais aussi à Tel Aviv. Alors évidemment, vous l'avez compris, c'est une blague, c'est le 1er avril. J'aurais tellement aimé vous annoncer une telle nouvelle, peut-être en Russie en 2018 ou bien qui sait au Qatar en 2022, mais je pense que c'est encore moins probable. Allez, on va tout de suite passer aux choses sérieuses. Direction le Brésil avec la Coupe du Monde en raison du décès d'un ouvrier au stade de Sao Paulo. Ce lundi, le ministre brésilien du Travail a suspendu les travaux au stade qui doit accueillir le match d'ouverture du mondial le 12 juin prochain. L'installation des 2 tribunes sera donc suspendue jusqu'à ce que l'entreprise responsable des travaux ait installé des filets de protection pour les ouvriers qui travaillent en altitude. Alors, pour en parler, je reçois par téléphone Jérôme Champagne, candidat à la présidence de la FIFA. Jérôme Champagne, bienvenue. Merci, bonjour Valérie. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, les chantiers au Brésil qui prennent beaucoup de retard, on a vraiment l'impression que tout a été fait à la dernière minute. Alors, il faut d'abord dire que c'est une tragédie parce qu'à ce jour, avec le décès de cet ouvrier, c'est la 7e personne qui décède dans la construction des stades ou la rénovation des stades. Et donc, c'est une tragédie et on doit aujourd'hui penser aux proches et à la famille de cette malheureuse personne. C'est vraiment quelque chose qui est terrible. Alors, effectivement, on peut penser que beaucoup de choses ont été faites en retard. Comme vous le saviez, dans le dossier de candidature en 2007, c'était un autre stade à São Paulo qui devait être choisi, le stade du FC São Paulo, le stade Morumbi, qui devait être simplement modernisé. Et puis toute une série de facteurs ont fait qu'il a été décidé de construire un autre stade. Et malheureusement, ça prend du temps et je crains qu'il y ait des retards, oui. Alors, des ouvriers qui meurent dans un stade en construction, visiblement, il n'y avait pas de filet de sécurité. Vous venez de le dire, on en est à 7 morts. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe avec la sécurité au Brésil ? Écoutez, je ne peux pas juger, même si j'ai vécu au Brésil pendant plusieurs années, un pays que j'aime beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas juger de la situation, donc je ne vais pas me prononcer sur cette tragédie, comme je le disais. Mais il est évident que lorsque on fait les choses rapidement et on accélère les choses pour être dans les temps, peut-être des erreurs sont commises en termes de sécurité. C'est vraiment une tragédie. Alors Jérôme Champagne, je parle à l'homme d'expérience. À ce stade, pensez-vous que le match sera prêt pour justement le match d'ouverture de la Coupe du Monde ? Oui, ça, je pense que le match sera prêt. On a des expériences à travers le monde de compétitions dont les derniers coups de pinceau, pour lesquels les derniers coups de pinceau sont mis au dernier moment. Donc, je crois que ce qui se passera dans les stades, à savoir le temps des coups d'envoi, les équipes, tout ça, ça se passera, je crois, dans les temps sans difficulté. Ce qui est à craindre, c'est l'environnement, les transports, les déplacements qui seront sans doute plus compliqués. Mais je crois que la Coupe du Monde se passera et se passera bien sur les terrains. À l'extérieur, on pourra juger seulement après. Mais justement, à l'extérieur, cette Coupe du Monde, entre les grogne sociales, les violences, les favelas prises d'assaut par la police et l'armée, vous pensez vraiment qu'elle va avoir lieu normalement ? Bon, il ne faut pas tout mélanger. Les favelas prises d'assaut, vous savez, le Brésil est un pays qui est en transformation, avec des problèmes sociaux, avec bien sûr un niveau de criminalité qui peut être préoccupant dans certains endroits. Mais c'est un pays qui aussi est une démocratie. Donc, ne mettons pas toutes les critiques dans le même sens. Je crois que dans une démocratie, il est tout à fait logique que des personnes puissent penser qu'il vaille mieux un hôpital qu'un stade. Mais je suis, par exemple, en l'inverse, totalement convaincu que le peuple brésilien
se réunira derrière son équipe au moment du coup d'envoi. Du coup d'envoi de la Coupe du Monde, ça j'en ai pas de doute. Après, on verra ce qui va se passer, notamment en fonction des performances de l'équipe du Brésil. Merci beaucoup Jérôme Champagne d'avoir répondu aux questions de i24 News. Football toujours, on continue avec les quarts de finale de la Ligue des Champions et ça commence avec les affiches des plus alléchantes, les unes que les autres. Le Barça qui reçoit au Camp Nou l'Atlético Madrid. Un choc exceptionnel entre le premier et le second de la Liga. Deux équipes redoutables, portées vers l'attaque et qui marquent beaucoup à une exception près. Sur les 3 rencontres qui les a opposées cette année, les équipes se sont toujours séparées sur un match nul, un partout, 0-0 et encore 0-0 dans leur rang. Et mauvaise nouvelle pour l'Atlético Madrid après avoir perdu Raúl Garcia pour suspension. C'est l'attaquant fétiche des Rouges et Blancs, Diego Costa, qui devrait manquer ce match crucial. Il s'est blessé au genou lors du dernier entraînement avant la rencontre. Je vous propose d'écouter l'entraîneur Diego Simeone qui préfère rester réaliste à l'approche du match. Si je dis que nous sommes favoris, alors je suis arrogant. Si je dis qu'ils sont meilleurs, alors je me victimise. Je suis sûr que nous allons affronter le meilleur Barça. Je n'ai aucun doute là-dessus. Cela va être une très belle confrontation. Ce match est important, très important. Et on passe à un classique du football européen. Manchester United reçoit à Old Trafford le Bayern de Munich. Il y a un léger mieux du côté de Manchester. Le miraculé des 8e de finale se voit bien jouer les troubles faits et s'est mis dans une situation idéale. Ce week-end, une victoire 4-1 sur Aston Villa pour faire le plein de confiance. De leur côté, les Bavarois sont déjà champions d'Allemagne et n'ont jamais joué aussi bien. En 8e de finale, ils ont balayé Arsenal alors que les hommes d'Arsène Wenger étaient en très grande forme et avaient appréhendé le match avec beaucoup de confiance. Alors attention néanmoins, ce week-end, le Bayern s'est fait surprendre à domicile en concédant le match nul 3-2 face à Hoffenheim alors qu'il gagnait 3-1. Pep Guardiola est très prudent, il connaît les forces et les faiblesses de son adversaire et sait qu'il est capable de faire des coups de génie qui pourraient renvoyer les Allemands à la maison. On l'écoute tout de suite. Peut-être qu'ils ne font pas une bonne saison en Première Ligue, mais ils ont été très bons en Ligue des Champions. Ils ont remporté beaucoup de matchs importants et quand je vois Rooney, Ferdinand Vidic et Ryan Giggs, je connais très bien ces joueurs. Ils n'ont peut-être pas très bien joué cette saison et je ne sais pas pourquoi parce que je n'étais pas en Angleterre, mais sur 1 ou 2 matchs, ils peuvent se surpasser et nous battre. Et ce sont souvent des enfants des rues, c'est-à-dire non répertoriés à l'état civil. Ils sont livrés à eux-mêmes dans leurs pays respectifs. Et ils sont promis un avenir difficile. Drogue, criminalité, c'est leur quotidien. Et pourtant, cette année, le football leur redonne de l'espoir. Filles et garçons participent donc à la compétition. Une Coupe du Monde des enfants défavorisés organisée au Brésil qui va sans doute les remettre sur le droit chemin. On le sait, les valeurs véhiculées par le sport peuvent tout faire. Et ce n'est pas moi qui vous le dis, mais Nelson Mandela. Regardez le reportage de Ribam. Ce sont peut-être les futurs champions du monde. Ils ne sont ni Léo Messi, Cristiano Ronaldo ou encore moins Neymar. Ils ne jouent pas sur des terrains professionnels, mais rien ne peut les arrêter. La seconde édition de la Coupe du Monde des enfants défavorisés s'est ouverte à Rio de Janeiro. Une compétition qui rassemble des jeunes en difficulté de 19 pays différents pour un tournoi de football de 10 jours. Ces enfants sont des marginaux. Ils n'ont pas d'acte de naissance, encore moins de passeport ou de visa. Ici, ce sont des enfants à part entière. Ils ont une identité officielle. Le Pakistan a envoyé une équipe de 19 joueurs pour sa première participation à l'événement. Parmi ces footballeurs, beaucoup viennent des quartiers malfamés de Karachi, où leur quotidien rime avec trafic de drogue et criminalité. Avant, j'étais un voyou, je me droguais, je faisais l'école buissonnière, j'étais accro à la drogue. Nous savions très bien ce que nous faisions et nous savions ce que nous avions à faire. J'avais quitté mes parents et ma maison. Le foot est une planche de salut pour ces enfants. La plupart finissent dans des gangs. Le tournoi est donc l'opportunité de les couper de la rue et de leur redonner une vie normale. Toutes les équipes ont leurs faiblesses, la nôtre aussi. Mais grâce à Dieu, nous arrivons à surmonter nos faiblesses et nos défauts. Nous travaillons dur et nous allons bien préparer ces enfants comme n'importe quels enfants avant une compétition. Le Pakistan a réussi à se qualifier pour aller au Brésil. Les enfants sont fiers de porter les couleurs de leur drapeau dans les stades brésiliens. Ce sont les équipes féminines du Brésil et de l'Indonésie qui se sont affrontées lors du match d'ouverture. Alors que la Coupe du Monde de la FIFA commence en juin prochain, ces enfants ont réussi leur mission. Prouver que le football n'est pas que strass et paillettes, c'est aussi un sport porteur d'espoir.
Et on termine cette page football par notre traditionnel top 5 des plus beaux buts du week-end. C'est le cadeau de la rédaction des sports pour vous. Amoureux du football, c'est parti. Regardez, le Bayern de Munich reçoit Hoffenheim pour fêter son sacre récent. Devant son public, c'est raté. Les Blancs parviennent à repartir de Bavière avec le point du match nul. Et Salihamidzic n'y est pas étranger. Il passe un magnifique coup franc en pleine lucarne pour relancer son équipe. Une frappe sublime qui redonne des ailes aussi. Hoffenheim parvient à égaliser. Ça fait 3 partout. Direction le Mexique où le club de l'América s'est éclaté ce week-end. Une victoire 4-0 qui conforte sa 4e place en championnat. Il y a un 4e but qui est un petit bijou. Mendoza est servi seul dans la surface, un contrôle et une louche sortie de nulle part. La balle fait une parabole parfaite et retombe au fond des filets. Direction les Pays-Bas où l'Ajax d'Amsterdam, solide leader du championnat ce week-end. Les Ajacides ont battu Twente, une victoire conclue de superbe manière. L'ancien attaquant du Barça, Boyan, reçoit la balle à l'entrée de la surface, un contrôle, un regard, une frappe. C'est simple football. La balle finit sous la barre et l'Ajax s'impose 3-0. En numéro 2, le jeune Morata s'éclate au Real Madrid lors de la large victoire des Madrilènes face au Rayo Vallecano. L'attaquant issu de la Cantera s'est permis le luxe de marquer un but extraordinaire. Il se met sur son pied droit et enveloppe le ballon dans la lucarne opposée, de quoi donner confiance au jeune joueur barré pour le moment par la triplette Ronaldo, Bale, Benzema. Et enfin, notre palme d'or va à Juan Roman Riquelme. Le numéro 10 du Boca est éternel alors que son équipe est menée lors du Super Classico contre River Plate. Il envoie un missile télécommandé en pleine lucarne, c'est simplement inarrêtable. Le gardien n'essaye même pas de plonger, la foule est complètement à ses pieds. Malheureusement pour le joueur, son équipe finit par encaisser un second but et s'incline. Et puis du baseball avec l'ouverture officielle de la saison MLB. Les Baltimore Orioles ont battu les champions en titre, les célèbres Boston Red Sox, de but 2-1. Nelson Cruz, nouvelle recrue à Baltimore, a bien commencé la saison avec un magnifique home run. Il a marqué 27 home runs la saison dernière avec son équipe des Texas Rangers. Une année marquée par une suspension de 50 matchs à cause d'une affaire de dopage. Retour aussi du joueur de Boston, Grady Sizemore, qui se remet d'une opération au genou. Et figurez-vous qu'il a marqué, première réalisation depuis 2011. Retour gagnant donc pour ces champions. Et sport US toujours, les Clippers de Los Angeles se sont déplacés chez les Wolves de Minnesota. En l'absence de Blake Griffin et de Jamal Crawford, les Clippers ont pu s'appuyer sur 2 autres cas de la franchise. Darren Collison a été étincelant avec 28 points et 7 passes décisives, alors que Chris Paul a été tout autant décisive avec 22 points et 9 passes décisives. Ils finissent par l'emporter tranquillement, 114-104. C'est leur 16e victoire en 18 rencontres. Actuellement 3e de la conférence avec 53 victoires. Los Angeles n'est plus qu'à 2 victoires d'Oklahoma qui occupe la seconde place. Du côté des Wolves, Kevin Love termine le match avec 20 points et 13 rebonds. Un match plus que correct pour Minnesota. C'est le 3e carton qui était fatal aux Wolves. Ils ont encaissé un cinglant 34-7 qui a complètement plombé le résultat. Dennis Rodman qui fait encore les gros titres, décidément. L'ex-star de NBA n'arrête pas de faire parler de lui. Après son voyage très controversé en Corée du Nord, Rodman a participé à un match de gala à Buenos Aires. Il s'est présenté à cette rencontre intitulée « Les légendes du basketball » avec une coupe de cheveux inattendue, un no-hawk blond platine. D'autres vedettes étaient là, Gary Payton, Tony Campbell. Au programme, concours de dunk, autographe et éclat de rire. Un bel espoir pour ce joueur qui sort d'une cure de désintoxication. Un mot de rugby à présent, il l'avait prévenu, il l'a fait. Le président du RC Toulon, Mourad Boudjelal, a annulé la rencontre qui devait opposer son équipe à celle de Béziers en juillet prochain. Un match à caractère solidaire pour aider la situation financière du club, actuellement en Pro D2. La raison invoquée, les dernières municipales et l'élection d'un maire issu d'une liste de Front National. Il a expliqué, je cite, ne pas partager les valeurs de ce parti. Quand il recrute un joueur, il ne regarde pas s'il est blanc ou s'il est noir, étranger ou pas. Il ne regarde que s'il est bon ou mauvais. Il défend une équipe multiraciale et il ne se voit pas serrer la main à un maire du FN. Voilà, fin de citation. On ouvre maintenant une page sport automobile. L'Australien Will Power a remporté la première course d'IndyCar de la saison en Floride au volant d'une Penske. Déjà vainqueur en 2010, Power a devancé l'Américain Ryan Hunter-Reay de 2 secondes et le Brésilien Helio Castro Neves. L'Australien a aussi gagné les 2 dernières courses de la saison 2013. C'est le 22e succès de sa carrière. Le Français Simon Pagenaud prend la 5e place.
Une page sport d'hiver à présent avec l'Italien Simone Origone qui a battu le record du monde de ski de vitesse qu'il détenait déjà d'ailleurs en atteignant 252,454 km/h sur la piste de Chabrières dans les Hautes-Alpes. Origone a effacé son ancienne marque de 251,397 km/h réalisée en avril 2006 aux Arcs en Savoie. La piste de Chabrières est avec la piste de Verbier en Suisse la seule du monde à être homologuée sans limitation de vitesse en raison de sa configuration et de sa sécurité. Le plus rapide de la planète, c'est lui. Allez, regardez ces images incroyables. Un groupe de parachutistes casse-cou a battu un nouveau record du monde en Arizona cette semaine. La World Team, comme on l'appelle, est connue pour ses prestations spectaculaires. En 2006, ils avaient déjà sauté à 400 en Thaïlande. Cette année, ils sont 222 à vivre l'aventure. Le but, former deux groupes symétriques dans les airs en moins d'1 minute 20 secondes. Et ils se sont entraînés pendant 3 jours. Un événement organisé pour les 20 ans de cette équipe hors norme. Et sur ces belles images, on se quitte. Merci de votre fidélité sur i24 News. On se retrouve demain pour encore plus de sport. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur i24news.tv.